Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira, saison 2. Cette année, avec une production céréalière de près de 10 millions de tonnes et 690 000 tonnes de coton, le Mali est incontestablement un véritable pays agricole. Quelle politique est menée pour maintenir ce cap? Comment se porte globalement le paysan malien? Quelles sont les perspectives du ministère en charge de l'agriculture? On en parle justement avec l'invité de ce numéro de Malikoura Tassira 2, Lassine Dambélé. Il est ministre de l'Agriculture. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour conduire cet entretien en plateau avec moi. Ousmane Mohamed du journal Le Point. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre, ma première question est de savoir quelle est la situation globale de la campagne agricole au Mali. Ok, merci à vous. Je commencerai d'abord par remercier tous les collègues et les camarades qui sont ici pour me soutenir dans cet exercice d'information de la population sur le secteur agricole. Bon, pour ce qui concerne la campagne agricole qui vient de s'achever, comme vous le savez, ça a commencé dans des conditions pas très favorables. Et le déroulement a été marqué aussi par l'irrégularité des pluies et la mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Au tout début, on a eu des pluies précoces qui nous avaient donné beaucoup d'espoir. Malheureusement, ce début favorable a été suivi immédiatement par des séquences sèches qui ont impacté sur le niveau des semis. Et certaines parcelles étaient même reprises carrément et les vocations ont changé en termes de choix, de spéculation. Ensuite, c'est dans un contexte où il y avait également une hausse du prix des denrées de première nécessité sur le marché et la hausse du prix du carburant aussi. Vous avez constaté avec les problèmes au niveau de l'Ukraine qui ont impacté tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique au Mali, ça c'est de façon générale. Et ensuite, il y avait de l'insécurité au niveau de certains bassins de production, comme vous le savez, notamment à l'Office du Niger et dans d'autres bassins de production. Et cette insécurité a eu également des répercussions sur les moyens d'existence d'une partie de nos populations. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il y a eu des déplacements de populations à certains endroits. Et ces populations ont été également assistées par des dons alimentaires et des transferts monétaires qui ont été effectués. Donc de l'autre côté, la campagne s'est déroulée quand même dans des conditions phytosanitaires relativement calmes. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de nuisibles. Et là où il devait y avoir des problèmes, c'était au niveau de la zone CNDT. Heureusement, les mesures urgentes étaient prises pour pouvoir circonscrire ce fléau. Donc, à ce niveau, il y a eu également des interventions pour les pluies provoquées qui ont été organisées pour accompagner les producteurs et la bonne réalisation de la campagne agricole. Vous avez suivi certainement des informations qui passaient régulièrement au niveau de la radio pour donner les informations sur les opérations de pluie provoquées. Et de l'autre côté, il y avait également des informations météo qui ont été régulièrement diffusées pour ce qui concerne les opérations à réaliser par rapport à la campagne. Donc ça, ce sont des facteurs qui ont contribué un peu à la réalisation de la campagne. Et au sortir de cette campagne, nous sommes à un niveau de production que nous jugeons satisfaisant. Parce que sur une prévision de 10 917 000, nous sommes aujourd'hui à 9 979 000 tonnes, dont on est à peu près à 91% de nos productions. Ça, c'est côté céréales, hein? Oui, côté céréales. Je D'accord. parle des céréales parce que c'est ça qui intéresse naturellement la population. Donc à ce niveau, on peut dire que nous avons une situation céréalière qui est acceptable. Parce que si vous comparez un peu aux besoins de consommation de nos 22 millions de personnes, bon, leur consommation c'est estimé à peu près à 5 615 000. Donc quand tu fais la déduction en tenant compte de la production qui peut être consommée, nous avons quand même un excédent
de 2 600 000 à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une réserve qui peut servir à nourrir la population, à condition qu'on prenne des dispositions pour éviter de les dilapider. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ça, c'est côté céréales. La campagne cotonnière 2023, le Mali retrouve également sa première place. On peut dire que l'objectif a été atteint avec 690 000 tonnes. On avait une prévision de 780 000. Bon, si on est à 690 000, en tenant compte de tout ce qui s'est passé, je crois qu'on ne crache pas dessus. Il est quand même bon. C'est à peu près 88% de nos prévisions. Bon, les prévisions, c'est des intentions. La réalisation, c'est autre chose. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour pouvoir encadrer et relancer la production cotonnière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2021, on avait eu beaucoup de difficultés par rapport à la jacide, un insecte qui cause des problèmes aux cotonniers. Et c'est presque la moitié de la production qui s'était perdue, puisqu'on n'était pas à plus, on n'a même pas atteint les 150 000 tonnes, alors qu'habituellement, on va jusqu'à 700 000. Donc, c'est dire que vraiment, il y avait des problèmes réels. Et quand tu passes une année de mauvaise production, alors, pour relancer, il faut beaucoup de volonté politique et beaucoup de communication et beaucoup de volonté de la part des producteurs pour adhérer à ça. Je l'ai dit même aujourd'hui quand j'ai rencontré les gens de l'interfloction, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit qu'ils sont à saluer. Et le fait qu'ils ont cru aux autorités, ils ont cru aux dispositions prises pour pouvoir se lancer encore dans la production de coton, c'est vraiment un effort à saluer. Parce que, vous savez, les risques des producteurs, c'est une année. Tu prends le risque, ça échoue, alors ça, tu attends l'année prochaine pour pouvoir le reconduire. Donc, quelqu'un qui sait qu'il a été impacté, cette année et l'année prochaine aussi, il se prépare pour encore revenir, reprendre les choses, c'est que vraiment, il a eu confiance aux autorités. Moi, je dis, ils sont à saluer pour ça. Et pour ça, qu'est-ce que les autorités ont fait? D'abord, on a augmenté le prix du kilo de coton-graine, qui pouvait beaucoup inciter les gens à aller vers la production. De l'autre côté, il y a eu 2 décrets phares qui ont été pris. Un décret pour autoriser la CMDT à faire les acquisitions d'intrants et d'appareils de traitement pour le compte des producteurs, alors que c'était le GIE qui les faisait. Et vous savez bien que la famille même des cotonculteurs n'était pas totalement stable. Et l'État a pris sa responsabilité de déléguer ces fonctions-là à la CMDT pour ne pas impacter sur le déroulement normal de la campagne. De deux, le deuxième décret, c'était par rapport aux produits anti-jacides qui devront être importés. Donc, je crois en 2 jours ou 3 jours, on a pu faire un décret spécial pour autoriser l'importation de ces produits. Ça, c'est aussi une prouesse au niveau des autorités, parce que les décrets, vous savez, combien de temps ça prend. Mais à cause de leur volonté, ils ont appuyé pour que nous puissions prendre ces décrets et avoir accès quand même aux produits anti-acides. Bon, de l'autre côté, je crois qu'il y a eu la disposition qu'il a prise aussi pour pouvoir effacer le crédit intrant des parcelles qui ont été détruites pendant 2022 à cause de la jacide. Ça, c'est également un facteur très important que les gens ont interprété. Certains ont pensé que c'était de l'argent liquide disponible quelque part qu'il fallait partager entre les gens. Il a fallu que je vienne même sur le terrain pour expliquer aux gens que ce n'était pas ça. C'était plutôt une évaluation des pertes consenties par les producteurs à cause des attaques de jacide que le président a proposé d'effacer pour les inciter à revenir à la culture du coton. Donc c'est ce qui a été fait naturellement. Ok, monsieur le ministre, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure. L'irrigation, les routes, et les pistes rurales, les marchés ruraux. Avec tout ce travail que je pourrais qualifier de titanique, comment peut-on réellement développer l'agriculture au Mali? Bon, vous m'amenez peut-être à aller dans les dimensions de la sécurité alimentaire. Beaucoup en parlent sans savoir réellement qu'il y a des composantes qui doivent accompagner la mise en œuvre de la sécurité alimentaire. On voit que notre production nationale, ça c'est une disponibilité sur laquelle on pèse
Et c'est sur cette base-là que nous organisons le reste de batteries d'activités qui doivent accompagner. Donc, l'accessibilité, ça c'est un facteur important. Il peut y avoir des produits alimentaires à Sikasso, mais pour quelqu'un qui est de Kidal, comment va-t-il accéder à ce produit-là, qui est un produit national et dont il a besoin pour son alimentation? Il faut des pistes. Un. De deux, il faut aussi les moyens, l'accessibilité financière. Il faudrait qu'il ait quand même les capacités de venir accéder. Comme on dit à Mbamara, ce n'est pas quand même des produits, même si tu dis à quelqu'un de Kidal que les productions sont disponibles à Sikasso, qu'il doit les prendre, et il a besoin quand même de faire un peu d'effort. Donc, ceux qui ne produisent pas, eux, ils doivent être dans les conditions physiques d'accéder aux zones où c'est disponible, et ils doivent être dans les conditions financières optimales pour venir chercher à s'approvisionner. Donc ça, c'est des dimensions qui sont connues de la sécurité alimentaire que les gens oublient. Et aujourd'hui, je dis on a 2 millions de tonnes et quelques. Mais ces 2 millions de tonnes-là, il faut absolument qu'il y ait quand même des magasins pour les conserver et les gérer en bon père de famille pour que ça puisse servir aux gens. Donc les infrastructures dont vous parlez sont essentielles et ça fait partie des dimensions de la sécurité alimentaire. Nous en sommes conscients. Monsieur le ministre, oui? Le Mali est un pays agricole par excellence, mais qui importe beaucoup. Paradoxal, non? Est-ce que vous y travaillez? Oui, aujourd'hui, nous sommes dans un pays agricole, presque à 100%, avec grand A naturellement. Quand tu ne fais pas la production végétale, c'est l'élevage, la pêche, etc. C'est l'ensemble de ça qui constitue l'agriculture en gros. Donc je dis, nous sommes dans une zone où on est gâtés. Parce qu'on a 43,7 millions d'hectares qui peuvent être utilisés, soit pour l'agriculture et l'élevage. Et sur ça, on a 2,2 millions d'hectares qui peuvent être aménagés pour être utilisés au profit toujours de la sécurité alimentaire. Et sur ça, on n'a pas plus de 600 000 hectares qui sont aménagés. Donc, nous savons dans quel sens il faut évoluer. Et nous sommes dans un endroit aussi qui est soumis régulièrement à des chocs endogènes et des chocs exogènes. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour changer la donne, monsieur le ministre? Bon, c'est ce que je voudrais développer. Donc, si effectivement on va vers les aménagements, nous allons pouvoir changer carrément la donne. Parce que l'espace qui est disponible, l'espace qui peut être aménagé, irrigué aujourd'hui, si on le met en valeur, je suis sûr que le problème d'emploi va être réglé. Absolument. C'est une question d'orientation et question d'option. Mais pour aménager, il faut de l'argent. Est-ce que nous l'avons aujourd'hui? Nous avons d'autres priorités. Monsieur le ministre, nous sommes un pays très vaste, très grand dans la conception même. Et les terres sont fertiles parfois. Mais pourquoi aujourd'hui ne créons pas des conditions très populaires pour inonder le pays de maraîchage, pour que les gens ne parlent plus de hausse de prix de l'oignon, de tomates, qui peuvent être quand même. Je pense que la volonté politique existe, mais vraiment, je pense qu'il est bon aujourd'hui que le Mali aille à la vitesse supérieure pour satisfaire les Maliens sur l'autosuffisance alimentaire quotidienne. Vous avez raison. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens parce que récemment, nous sommes en train de mettre un programme vaste qui concerne la Bamako et la zone périurbaine de Koulikoro et les agropoles que nous sommes en train de développer. On a identifié 12 zones d'agropoles. Ça, c'est là où les entreprises ou les acteurs qui ont des intérêts convergents vont pouvoir se retrouver et faire en sorte que le développement puisse être boosté à partir de certaines filières. Nous avons 2 qui sont actuellement en train qui sont en gestation. Je vais parler par exemple du maraîchage qui est fait dans la périurbaine de Bamako parce qu'on sait que c'est des produits de grande consommation. Et il y a rarement des gens qui ne mangent pas des produits maraîchers au niveau de Bamako. Donc le marché est là. Et vous savez, l'État même a joué un grand rôle en faisant déplacer les maraîchers de Bagargoula pour les amener sur 100 hectares. Nous les encadrons à ce niveau. Et au-delà de ça, il y a des petites interventions en termes de maraîchage qui sont développées autour de Bamako. Donc le marché est là, la technologie est là. On peut effectivement
faire en sorte que ça puisse se développer. Et le deuxième agropole que nous avons, ça c'est au niveau du Nioro du Sahel. Et ça concerne le bétail et la viande. Nous avons un cheptel assez important. Mais ces cheptels, aujourd'hui, pour les sortir, on est obligé de les conduire jusqu'à la frontière à pied. Avant qu'ils n'arrivent, ils ont même perdu déjà l'embonpoint. Bon, si nous avons une bonne batterie de dispositions qui peut nous permettre aujourd'hui d'abattre les animaux et de les sortir sous forme de viande, bien conditionnée, je crois que ça ferait de la valeur ajoutée par rapport à nos ressources. Monsieur le ministre, un mot sur la problématique de la subvention des intrants. Quel est l'impact de cette subvention aujourd'hui sur la production agricole au Mali? Est-elle réellement nécessaire? Les gens posent toujours le problème de pertinence d'accompagner 80% de la population. Ça revient un peu à ça. C'est comme ça que je le comprends. Vous savez, les petits producteurs, c'est 76% de nos exploitations. Donc, ils sont de faibles conditions. Et leur objectif de production, ce n'est pas pour aller au marché. Hein. C'est juste comment avoir à manger. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans un endroit aussi où on est soumis à beaucoup de chocs. Les chocs climatiques, les conflits sociaux, l'absence criarde de certaines ressources dont on a besoin. Donc, il ne faut pas oublier aussi comment la subvention est venue. En 2008, il n'y avait pas de céréales dans les environs, le Mali n'en avait pas, et dans les pays voisins, on a regardé partout, il n'y avait pas de ressources de céréalières à mettre à la disposition des populations. C'est là qu'ils ont dit aux gens, donc vous qui êtes des cerveaux, réfléchissez pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et les gens ont dit qu'il faut mettre un mécanisme structurel qui concerne le Mali, que nous allons mettre en branle, en essayant de soutenir nos producteurs pour que ces productions-là puissent servir les Maliens. Et au départ en céréales, je vous le dis, ça va vous surprendre, on était à 3 millions de tonnes au tout départ. Mais aujourd'hui, on parle de 10 millions. Mais si on pose encore la question de pertinence d'apporter l'appui à des gens vulnérables, c'est ça que je ne comprends pas souvent. Et à travers cette assistance, beaucoup arrivent à produire aujourd'hui, mais si tu les laisses eux-mêmes trouver les moyens pour pouvoir faire ce travail, ils ne pourront pas. Je suis convaincu. Et ensuite, ça leur permet de contribuer au développement et à jouer un rôle important par rapport à la sécurité alimentaire du pays aujourd'hui. Oui, en parlant des intrants, on peut parler du fleuron du Mali qui est la CMDT. La CMDT a fait quelque chose d'extraordinaire. De 120 000 en 2021, nous sommes à 700 000. Mais pour le Malien, le stimulant du Malien, que des pays tampons, qu'on soit des concurrents des pays tampons, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous garantir que la CMDT va maintenir cette dynamique et vraiment aller au-delà de ça? Parce qu'en plus de ça, il faut se rappeler que dans ce pays, il y a eu beaucoup de bruit autour des engrais frélatés, des engrais périmés. Est-ce que cela pourrait advenir encore dans notre pays? On a à peu près les mêmes sentiments parce que nous sommes des citoyens. On est comme des citoyens lambda, on reçoit les informations et nous avons vécu, moi j'ai 40 années au niveau quand même du développement rural. Je n'ai travaillé que dans le développement rural. Maintenant, cette dynamique, nous sommes obligés de maintenir. Pour la simple raison qu'on est dans une période de transition avec ses exigences. Quand on dit transition, ça veut dire qu'on est dans une phase de mutation où on devrait prendre quand même une bonne route et essayer de faire... Surtout qu'on parle de refondation. De refondation surtout. Merci pour le mot. Donc ça veut dire que c'est une phase de mutation. Et il faut que les gens comprennent. Les producteurs doivent le comprendre. Ceux qui encadrent doivent le comprendre. Et même notre environnement doit changer. Nos relations même avec l'extérieur doivent savoir qu'il y a un changement fondamental dans nos façons de faire. Et dans ce cadre-là, la CMDT a déjà commencé. Elle est en train de prendre de l'ascendance par rapport à ses objectifs. Vous avez vu, on va d'une production affaiblie à ce niveau à une production très importante qui nous classe même premier au niveau de la sous-région. C'est-à-dire déjà qu'il y a un dynamisme qui est là, qui doit être soutenu. Et la CMDT n'a pas le choix. Elle ne pourra même pas décompresser. Elle est obligée d'aller. Et les paysans, vous voyez tout l'enthousiasme que ça a créé.
l'interprofession, les différents organes là, de cette organisation-là. Mais ils sont arrivés à se mettre en harmonie alors qu'on pensait que c'était des champs qui ne voulaient jamais coopérer les uns avec les autres. Ça veut dire que quelque part, même au niveau producteur, les gens sont d'accord à se mettre ensemble, à faire des compromis pour que nous puissions atteindre vraiment le niveau qui est souhaité. Il y a la volonté politique. Il y a la volonté. Et la volonté politique est là. Vous avez vu 9 milliards, effacer 9 milliards de dettes. Ça, c'est quand même, c'est extraordinaire. Ça n'a jamais été vu au Mali ici. Monsieur le ministre, dans la pratique, vous l'avez un peu effleuré, hein, quelles sont les mesures fortes qui ont été prises ou qui sont en cours pour booster davantage la production agricole au Mali? On a maintenu d'abord la subvention, c'est de ça qu'on parle maintenant, sur les intrants et puis les équipements. Ça, c'est quand même un élément moteur qui fait qu'effectivement, nous sommes en train de progresser ensemble et dans le bon sens. Il y a également les aménagements. Il y a le programme d'aménagement gouvernemental qui est lié au mandat des présidents. Président, on est actuellement dans une phase de transition, mais le premier programme, le deuxième programme gouvernemental d'aménagement est terminé. C'était un objectif de 70 000, sur lequel on a fait 60 000. Ça veut dire qu'il y a une volonté à aller vers l'aménagement, mais nous avons des moyens limités. Ça, c'est connu de tout le monde. Ça ne fait l'homme d'aucun doute. Nous savons que nous n'avons pas les moyens, mais si aujourd'hui, ce pays, avec la volonté que je connais des plus hautes autorités, si nous avons le moyen d'aménager aujourd'hui au moins 50% de notre potentiel, ils allaient le faire. Donc, ça veut dire de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La chose peut marcher et nous sommes dans une logique qui ne peut pas être inversée par rapport aux producteurs. Donc, les producteurs se sont mis d'accord pour aller dans ce sens-là. Pour ce qui concerne l'encadrement, ils sont dans l'obligation de performer. Ils n'ont pas le choix. Nous qui sommes de l'administration, l'administration est en train de nous mettre dans les conditions de pouvoir nous assumer et d'accompagner les gens de façon objective. Nous avons également, au-delà de l'aménagement, il faut voir aussi côté de la recherche. La recherche ne peut pas être pilotée de façon à vue. Comme ça se faisait. Parce qu'en fait, avec l'absence de ressources, nos chercheurs étaient obligés de coopérer avec les gens et de s'offrir aux gens qui ont un peu de ressources. Et les résultats, ça revenait à ceux qui financent. Donc nous avons dit, notre ambition, c'est de faire en sorte que les activités de recherche soient liées un peu à nos programmes. Donc quand il y a des protocoles de recherche, que ces protocoles soient liés à nos préoccupations et qu'il y ait une dynamique d'échange entre les paysans et les chercheurs. En ce moment, ils vont travailler en tandem et on est sûr que nous allons obtenir quand même des résultats qui peuvent être utiles à ce que nous faisons. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et l'innovation, vous avez vu, récemment, il y a eu quand même un forum sur l'innovation où on a dit que nos chercheurs sont reconnus comme étant des gens qui donnent de très bons résultats. Ils ont même eu des prix. Mais malheureusement, ces prix, ça sert à eux, ça ne sert pas au pays. Or, c'est nous qui les avons formés. Ils sont formés dans nos universités et souvent on leur donne des bourses pour aller se former, mais ils reviennent et ils cherchent d'autres causes. Donc, il s'agit pour nous d'inverser cette tendance en mettant les gens dans les conditions de travailler et en leur donnant la considération qu'il leur faut pour qu'ils puissent vraiment nous aider à avancer. Monsieur le ministre, il y a également le défi de la modernisation du secteur agricole ou encore de la promotion des investissements publics et privés. Vous y pensez? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau concrètement? Bon, vous savez, il y a des dispositions au niveau des textes de base qui encadrent un peu les activités du département. La loi d'orientation agricole, elle est presque notre Bible, c'est notre référentiel. À l'article 195, alors l'État, on est invité à mettre en place une loi de programmation des investissements pour nous permettre de faire des allotissements de ressources en fonction des différents sous-secteurs agricoles et en fonction des données agroécologiques du pays, en fonction des spécificités des régions et en fonction de la nature des dépenses. Donc, nous sommes en train d'élaborer ce document qui va être présenté au Conseil des ministres. Si ça passait, ça veut dire que nous aurons un peu la main libre par rapport au déploiement des ressources de l'État pour pouvoir satisfaire à des préoccupations essentielles du développement rural.
Ça, c'est un aspect. Nous avons aussi le mandat de faciliter l'accès au foncier par les Maliens et par ceux qui sont intéressés à faire de la promotion dans le domaine de l'agriculture. Ça aussi, c'est encadré par la loi d'orientation agricole. Et en la matière, il y a des conditions favorables qui sont prévues pour les nationaux. Donc, un national, quelqu'un qui est du pays, qui voudrait s'investir dans ce domaine, on doit l'accompagner pour qu'il ait un titre foncier, l'aider à s'installer et lui sécuriser pour qu'il puisse faire beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. On est dans la recherche de voies et moyens pour que cette information passe et que les gens comprennent pour qu'ils viennent investir dans le domaine de l'agriculture. Et pour les étrangers, c'est la conclusion de baux qui doivent être effectués à sortir de cahier de charges où on fait en sorte que le Mali puisse récupérer l'espace qui est aménagé par ces gens-là au cas où il y a des difficultés. Donc, dans tous les cas, c'est le Mali qui profite. Donc, je crois que les textes sont faits dans ce sens-là et nous avons vraiment toute l'opportunité de pouvoir installer les gens et de les amener à faire des investissements conséquents dans le domaine de l'agriculture. Et le défi de la mécanisation agricole? Voilà. Bon, comme je l'ai dit, la subvention des intrants, ça va avec la subvention des équipements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mécaniser notre agriculture. Ce n'est plus la petite daba qui nous fait avancer. Ce discours est tenu quand même depuis plusieurs années qu'il faut mécaniser notre agriculture, mais pourquoi ça ne bouge pas? Bon, je crois que le problème, ça bouge en fait, mais en fait, ce n'est pas très, très visible. Il y a des tracteurs qui ont été distribués. Récemment, là, en début d'année, le président, pour montrer sa volonté, a même lancé l'opération de mise à disposition de descente. Ça a été fait à Samanco, ça a été fait de façon grandiose pour permettre les 200 tracteurs. Mais avant, il y a eu plusieurs opérations où des tracteurs ont été distribués aux gens. Et nous avons même pensé qu'il fallait ramener ça au niveau des petites exploitations en amenant sur les charrues, les herses, les charrettes, etc. En tout cas, pour que les petits producteurs qui représentent la majorité des exploitations puissent vraiment bénéficier aussi d'accompagnement conséquent. Monsieur le ministre, vous aviez parlé de titres fonciers. Ça crée quelque chose que moi je ne comprends pas. Je suis parti dans la zone de Kita, des zones qui étaient agricoles. Il a suffi tout simplement qu'une route passe par la zone pour que les champs, les zones champêtres soient vendus comme pour des concessions. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des normes comme les forêts classées, que ça soit quand même un patrimoine pour les gens. Parce que finalement, les gens, ils prennent de l'argent pour la construction. Après, c'est fini l'agriculture dans la zone. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la réalité. Vous avez vu notre sortie à Samanco, là. C'était dans ce cadre parce qu'on a vu qu'à un moment donné, les gens ont eu même l'impression que ce n'était plus une zone, un domaine agricole. Bon. Mais avec notre arrivée et tout le soutien qu'on a donné et l'engagement du président à respecter les zones affectées à l'agriculture, il y avait déjà un décret qui est pris en Conseil des ministres, signé des plus hautes autorités pour déclasser cette zone agricole-là, sa vocation, lui retirer sa vocation sur 42 hectares. En plus, on avait 8 titres fonciers qui étaient donnés sur cet espace. Mais sur instruction du président, il a dit on annule. Le conseil suivant, on annule le décret qui change de vocation cet espace-là. Ça restera la propriété de l'agriculture. Ça m'a fait très chaud au cœur. Et j'ai eu tellement d'appels et de félicitations à cause de ça. Ça veut dire que les gens en sont conscients. C'est vrai, les routes, on peut faire des routes. Si ça passe vers un endroit qui appartient déjà à quelqu'un ou quelqu'un qui intervient là-dessus, il y a des procédures par lesquelles les droits de la personne peuvent être choses et restitués. Bon, ça, ce sont des cas d'utilité publique qui sont déclarés. Mais pour des cas où l'espace est connu comme étant une zone agricole, que les gens viennent agresser, occuper et en faire ce qu'ils veulent, je crois que là, c'est une question de décision politique. Monsieur le ministre, en termes de perspective, quelles sont les grandes actions pour votre département en 2024? Il y a effectivement nécessité pour nous de mettre l'accent sur la maîtrise de l'eau. C'est un facteur très important. Nous sommes dans un pays sahélien qui est soumis à plusieurs chocs endogènes et exogènes et nous avons l'obligation de trouver des mesures d'adaptation
qui seront basés sur la maîtrise de l'eau. Ça, c'est un passage obligé. De l'autre côté, nous devrons appuyer les interprofessions. Par rapport aux mangues, les mangues sont balafrées. On carbure les mangues, alors que les mangues maliennes étaient délicieuses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne mange plus de bonnes mangues. C'est une alerte personnelle. Vous faites bien de parler de la mangue. C'est pourquoi je dis, nous, on a d'autres choses que nous exportons et dont on ne parle pas. La mangue, on fait sortir, mais personne n'en parle. Mais quand on importe 1 kilo de riz, ça fait beaucoup de bavardage. Donc, vous voyez un peu la disparité. C'est nous qui devrons faire la promotion de nos filières agricoles. Et sur cette base-là, je crois que la mangue fait partie. Les interprofessions doivent se battre pour faire valoir la qualité Mali. Et ça ne se passe pas dans l'amusement. Par exemple, l'oignon, là, on a eu l'indication géographique récemment. Ça veut dire que notre oignon produit à Banyangra peut être vendu partout au monde et sur tous les marchés. Et c'est reconnu que c'est de l'oignon de bonne qualité. Donc il faudrait qu'on aille dans ce sens-là pour que les filières puissent être positives et contribuer même à la mise en œuvre de notre politique de sécurité alimentaire. Monsieur le ministre, si vous avez un dernier message à l'endroit des producteurs ou à l'endroit de vos partenaires, quel est cet appel ce soir? Ok, bon, l'appel que je vais lancer d'abord, c'est vraiment un remerciement et une félicitation pour les producteurs, pour leur résilience et pour le fait d'être à l'écoute ou à l'appel du pays. Ensuite, on va leur demander de faire l'union sacrée autour du département de l'agriculture et autour des idéaux de notre patrie. Présentement, la patrie a besoin d'eux. Et si nous avons la stabilité, c'est parce qu'il y a ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui souffrent dans l'ombre pour produire des produits alimentaires que nous utilisons. Pour les partenaires qui sont avec nous, il y en a qui sont restés en dépit de toutes les circonstances et de toutes les difficultés qu'on a connues. Il y a des partenaires qui ne sont pas partis. Hein. Ils sont toujours avec nous. Même s'ils diminuent un peu leur intervention, ils sont quand même là en se disant c'est du partenariat, on ne peut pas abandonner. Et c'est au cours des difficultés qu'on reconnaît vraiment ses amis. Je profite aussi pour les remercier et leur demander de continuer toujours à collaborer avec nous en respectant les 3 aspects importants qui sont déclinés, notre souveraineté, le fait que nous choisissons aussi nos partenaires de façon souveraine et aussi qu'ils travaillent vraiment pour nous aider à appuyer nos populations. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous. Merci Ousmane. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous recevions ce soir le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé. Et grand merci également au Musée national qui nous accueille ici tous les soirs. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.